fait, j'avais toujours eu le sentiment que le marketing qu'on faisait, j'avais un ressenti où on était, j'avais toujours l'impression qu'on essayait de piéger, le prospect. Tu vois? Cette idée de proposer un livre blanc pour donner de la valeur, mais en fait, au fond, on sait très bien que c'est juste pour obtenir son Ouais, contact et pour que derrière des sales les relancent, par email et par téléphone à gogo. Tu vois? Il y avait toujours ce truc-là un petit peu de triquer les gens dans son marketing avec lequel je n'étais pas forcément à l'aise. Non pas parce que je suis un saint, mais parce que les gens sont pas bêtes et que dans les chiffres, je voyais bien que l'efficacité n'était pas au rendez-vous, tu vois. La différence entre la lead gen et la demand gen, c'est que l'un est un marketing d'influence, on va dire un marketing d'influence d'opportunité, alors que l'autre est plutôt un marketing de sourcing d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire par là? bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Un combat à mort se livre dans le monde du business. Et je reçois aujourd'hui le représentant d'un des deux camps, un chevalier des temps modernes qui livre bataille pour ta paix. La paix de ta boîte email. Dans cet épisode du podcast Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an, le combat dont je te parle, c'est celui de lead generation versus demand generation. Génération de prospects versus génération de demandes. Si tu as déjà entendu parler de la demand gen, c'est certainement grâce à ce chevalier des temps modernes qu'est Fatih Sella. Fatih, le grand spécialiste français de la demand gen. Alors, si tu es prêt à prendre la pilule rouge et changer pour toujours ta vision du marketing, écoute ce qui suit pour t'ouvrir à de nouveaux horizons. Mais, avant de continuer, n'oublie pas que l'on ne te propose que la vérité. Alors, la lead gen, tu sais certainement ce que c'est, même si tu ne connaissais pas son petit nom. Quand tu remplis un formulaire, tu laisses tes coordonnées, en échange d'un livre blanc par exemple. Et là, derrière, c'est l'avalanche. Tu reçois des emails à l'appel. Ça gaffe tout le monde, car tu voulais juste te renseigner. Tu ne voulais en aucun cas acheter maintenant. Et à cause de ça, les taux de conversion sont catastrophiques. Et c'est là où intervient la demand gen, pour répondre à tous ces travers, et en apportant bienveillance, relations long terme, et taux de conversion boostés. Et cerise sur le gâteau, une boîte email calme comme au mois d'août. Avec ce que tu vas apprendre, tu vas devenir un collab sur la demand gen. Écoute ce qui t'attend. Tu vas apprendre la différence entre la lead generation et la demand generation. On lève le voile sur les zones obscures de la demand gen en te donnant un exemple bien concret, détaillé et complet. Tu sauras si tu peux l'appliquer pour ton cas, petite ou grosse équipe, mode startup ou product market fit, et aussi comment monter un funnel de pub en demand gen. Mais aussi, comment relancer le prospect si on ne lui demande plus ses contacts. Tout de suite, on reçoit Fatih. Aujourd'hui, on reçoit Fatih Sella, qui va nous parler d'un sujet un peu original, on va dire, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce terme-là. C'est la demand gen. Je ne sais pas si je le prononce bien, dis-moi. Très bien, demand generation, exactement. Ok. Et avant qu'on explique qu'est-ce que c'est, je te laisse te présenter en quelques mots. Ouais, carrément. Déjà merci de me recevoir Sébastien, sur ce podcast. Ça me fait plaisir de pouvoir, parler de la demand generation qui est un marketing, comme tu le dis, qui est un petit peu encore original, en France. Pourtant, côté des États-Unis et en Angleterre, on en parle, tous les jours. Si on fait attention un peu à ce qui se passe, sur le LinkedIn, anglophone, la demand generation, c'est quelque chose dont les marketeurs, les entrepreneurs parlent, au quotidien. Pour autant, en France, j'ai l'impression d'être encore un peu le seul, mais j'ai bon espoir que cela change. Et donc du coup, ce podcast, aujourd'hui, j'espère fera découvrir, ce type de marketing à ton audience. Pour me présenter en 2 mots, j'aime bien dire que je suis, une anomalie du marketing. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je n'ai aucun, diplôme en marketing. J'ai fait des études
en ingénierie à la base, puis je me suis spécialisé en finance de marché. J'ai commencé ma carrière en banque d'affaires à Londres, pour être précis. Et j'ai fait ça un peu plus d'un an. Et à la suite de cette expérience, j'ai décidé de revenir en France pour monter mon entreprise. J'ai monté une start-up et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le marketing parce que quand on est entrepreneur, au départ, on touche un petit peu à tout, c'est comme ça. Et du coup, j'ai fait mes premières armes sur le tas avec cette expérience entrepreneuriale. J'ai rebondi à la suite de ça sur un poste de CMO dans une autre startup B2B, un SaaS B2B. Et ensuite de ça, j'ai commencé à enchaîner des missions en freelancing sur ces sujets-là. Et maintenant, en parallèle des missions en freelancing que j'ai sur le marketing B2B, j'ai aussi une formation, un bootcamp justement sur la demand generation. Ok, nickel. Qu'est-ce que tu faisais dans ta première startup? Très bonne question. Alors, c'était une startup qui s'appelait Achille, qui était une fintech ou imotech, on peut dire, D'accord. parce qu'on était entre les deux plates-bandes. En fait, on aidait les personnes sans CDI, donc freelance, intérimaire, intermittent, à obtenir un crédit immobilier. Puisque dès qu'on n'a pas le CDI, c'était, et ça l'est toujours, hein, un parcours du combattant. On a eu un vrai écho avec ce positionnement-là. En fait, on avait des courtiers spécialistes qui aidaient ces profils à obtenir un crédit immobilier. Donc, on a été super contents de faire découvrir à certains indépendants qui pouvaient effectivement devenir propriétaires, parce qu'on a eu des réactions incroyables en rendez-vous où les gens nous disaient: je ne pensais même pas que c'était possible. Donc, on a eu des belles histoires, mais malheureusement, avec le Covid, ça a mis un peu les banques en PLS, ça les a mis un peu sur la défensive, ça nous a mis derrière un peu en PLS aussi. Et puis, on a eu aussi, en toute transparence, des problématiques en interne entre associés, des problèmes des désalignements de vision, de commitment, etc. Et c'est ce qui m'a amené à mettre un stand-by sur ce projet qui pourtant avait bien commencé. Classique, le problème entre associés, j'ai connu ça aussi. Ouais. On apprend, hein, on apprend. Ouais, Euh, on fait solopreneur après. ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, la Dimension, moi j'ai connu ça il y a pas longtemps, j'ai connu ça cette année. Le terme, je connaissais pas. Tu dis que c'est beaucoup utilisé par les Anglais. Est-ce qu'ils utilisent le terme ou est-ce qu'ils en parlent sans utiliser ce terme-là? Ah non, clairement, ils utilisent ce terme, hein. Ce terme-là, moi, je ne l'ai pas inventé. Je suis très curieux, par nature. Je regarde toujours ce qui se passe un peu sur mes sujets d'expertise, mais aussi un petit peu, ce qui est en dehors. Et c'est comme ça, que j'ai découvert, en fait, ce nom, hein, Mmh. cette mouvance. J'avais toujours eu le sentiment que le marketing qu'on faisait, j'avais un ressenti où on était, j'avais toujours l'impression qu'on essayait de piéger, le prospect. Tu vois? Cette idée de proposer un livre blanc pour donner de la valeur, mais en fait, au fond, on sait très bien que c'est juste pour obtenir son Ouais, contact et pour que derrière des sales les relancent, par email et par téléphone à gogo. Tu vois, il y avait toujours ce truc-là, un petit peu de triquer les gens dans son marketing, avec lequel je n'étais pas forcément à l'aise. Non pas parce que je suis un saint, mais parce que les gens sont pas bêtes et que dans les chiffres, je voyais bien que l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Tu vois, entre le nombre de personnes que tu brasses via ces méthodos de lead gen, je voyais bien qu'en fait, derrière, on avait très peu de retombées en termes de clients. Au début, je pensais que c'était moi qui exécutais mal. Et puis, quand je te dis ça, c'est par rapport à mon expérience entrepreneuriale. Quand j'ai commencé au tout début, j'ai vu ça d'un regard neuf. Donc, j'avais ce premier réflexe, comme je n'avais pas été conditionné par des formations, par l'école, etc., de me dire les gens sont pas dupes, tu vois. Et j'avais aussi ce deuxième réflexe de me dire, OK, bon, si c'est les best practices, je vais le faire. Et quand j'ai vu en fait l'efficacité de ce truc, je me suis dit, il faut que j'en parle autour de moi à d'autres marketeurs, d'autres entrepreneurs. Et les mecs me disaient, non, on a exactement les mêmes stats. Ce truc-là, en fait, n'a pas
une efficacité incroyable. Statistiquement, aujourd'hui, pour ceux qui veulent avoir un chiffre, quand on fait un peu un move comme ça, lead gen, à proposer un contenu fermé et derrière à nurturer par email ou à les relancer par téléphone, etc., statistiquement, c'est 0,1% de conversion. Donc, entre le nombre de prospects qui ont été contactés et le nombre de prospects qui deviennent en réalité clients. Donc, ça fait 1 pour 1000. Donc, vous brassez beaucoup de ventes, 999 personnes pour obtenir un deal. Donc, parfois, si vos deals sont avec un panier moyen incroyable, ça peut valoir le coup. Mais sinon, c'est toujours un petit peu voilà, décevant de faire ce genre de tactique. D'accord. Et du coup, alors pour qu'on comprenne bien l'opposition, donc tu mets d'un côté lead generation et demand gen. Ouais, en fait, ils sont complémentaires. Aujourd'hui, la grosse problématique, je pense que pour qu'on aide ton audience à bien comprendre de quoi on parle, je pense que c'est bien qu'on commence à définir en 2 phrases ce qu'est la lead gen et ce qu'est la demand gen. Le La différence entre la lead gen et la demand gen, c'est que l'un est un marketing d'influence, on va dire un marketing d'influence d'opportunités, alors que l'autre est plutôt un marketing de sourcing, d'opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'en fait, il y a, le marketing d'influence, c'est quand le marketing a, influencé l'opportunité et qu'en fait, il y a l'équipe commerciale qui intervient dans ce processus d'acquisition. Le marketing est donc cantonné à obtenir des contacts, donc des emails ou des téléphones ou les 2, pour passer la balle ensuite à l'équipe commerciale. Donc elle est cantonnée en fait à obtenir ces contacts de prospects, potentiellement, intéressés, par la solution et quand le marketing a ces contacts-là, elle passe la balle à l'équipe commerciale, SDR ou account executive ou bizdev et eux derrière se chargent d'essayer de convaincre ce prospect de venir en rendez-vous. Ça, c'est ce qu'on appelle un marketing qui influence le revenu. Versus le marketing qui source le revenu, c'est un marketing qui en fait fait toute la chaîne sans intervention avec une équipe commerciale. Le marketing n'est plus cantonné à juste obtenir un numéro de téléphone ou un email. Il est là, ce marketing est là vraiment pour faire en sorte que le prospect prenne un rendez-vous comme un grand. Qu'on n'ait plus cette équipe commerciale qui vienne pousser en fait le prospect à faire l'action. En fait, c'est de par notre contenu, de par nos actions marketing, etc., qu'on arrive à faire ça de façon plus naturelle, plus alignée avec la façon dont l'acheteur achète aujourd'hui. Et donc derrière, il va comme un grand prendre un rendez-vous sur le site web de l'entreprise. Donc ça, c'est le move est différent puisqu'il y en a un qui s'appuie encore sur la force commerciale, alors que l'autre considère que c'est plus du tout une bonne idée puisque il y a je vais lancer une seconde statistique. Je pense que les statistiques sont toujours un petit peu quelque chose qui voilà, Ouais. éclaire bien ce qui se passe dans le marché, dans la société, etc. C'est que 80% du processus d'achat est fait quand le prospect lève la main pour obtenir un rendez-vous avec un commercial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le prospect d'aujourd'hui, et notamment le prospect B2B, mais c'est aussi vrai dans le B2C, c'est qu'aujourd'hui, il a pris vachement le pli de faire sa recherche de façon Mm. indépendante. En fait, il a pris ce pli de pouvoir maintenant faire sa recherche sur internet comme un grand, regarder, le contenu, qui est disponible sur le sujet, concerné et en plus de ça, il est hyper connecté. Aujourd'hui, il est hyper connecté avec ses pairs, entre des groupes Slack, des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, des afterwork et cetera et cetera. Aujourd'hui, on est tous connectés sans s'en rendre compte. Nous, cette nouvelle génération, entre guillemets, on a l'impression que ça a toujours été un peu comme ça, mais en fait, non, pas du tout. À l'époque, les gens se retrouvaient uniquement, entre guillemets, à des salons et c'était tout, quoi. Ou alors ils se rencontraient à des salons, puis ils s'échangeaient leurs numéros et potentiellement, ils se retrouvaient à prendre un café. Mais aujourd'hui, vous êtes en contact H24 avec vos pairs et ce qui fait que bah, le prospect fait toute cette veille avec ses pairs. Bien évidemment, les pairs, sources qu'il considère bien plus objectives que les Mm. commerciaux eux-mêmes qui prêchent pour leur paroisse. Donc le prospect, le dernier truc qu'il a envie, c'est d'être contacté par un commercial. Pour autant,
on fait toujours semblant dans ces best practice marketing de pas comprendre ça et d'essayer de plugger le commercial au plus tôt dans ce processus d'acquisition. Alors que, on voit clairement, que c'est pas du tout dans la façon dont les acheteurs achètent aujourd'hui. Donc la Dimension fait ça, fait ce constat de dire: «OK, tant que la personne n'a pas levé la main pour, obtenir un rendez-vous, commercial, on va pas lui pousser un commercial, on va plutôt continuer à lui pousser de la valeur et je pense que dans tes prochaines questions, on va voir comment on peut pousser cette valeur et réussir en fait, à faire monter cette jauge d'intention d'achat, sans faire intervenir un commercial. Mais avant ce genre de questions, euh, quid des 20% du coup, de ceux qui vont pas faire la demande? Non, en fait, c'est pas 20 font pas la demande et 80 font pas la demande, je vais reformuler. C'est, Parce que dans le 4 système d'aujourd'hui, il y a 20% qui lèvent pas la main, mais dans ton système, en non, fait, quand... non, c'est Non? pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est je te dis que quand un prospect a pris un rendez-vous avec toi, avec ton entreprise, en fait, il a déjà effectué 80 si ce n'est pas plus, mais on estime que c'est une moyenne de 80 de son parcours d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, quand il arrive en meeting avec toi, il a déjà presque pris sa décision. Pourquoi? Parce qu'il existe tout un processus en indépendant, de son côté, un processus où il est autonome, où il fait sa recherche en ligne et il se connecte avec ses pairs pour savoir quelle est la solution la plus adéquate pour son problème. Par exemple, il cherche un CRM. En fait, la première action qu'il fait, c'est pas qu'il va contacter HubSpot ou Pipedrive pour avoir des infos. En fait, le premier truc qu'il fait, c'est potentiellement taper sur Google les deux trois articles qui peuvent faire un classement sur les CRM. Potentiellement, c'est même pas sûr. Mais le truc qu'il va faire, en tout cas de façon beaucoup plus certaine, c'est qu'il va pinguer il va envoyer un message sur Slack ou sur un groupe WhatsApp ou un ami sur LinkedIn en mode Ah, je suis en ouais. train de rechercher un CRM. Même Est-ce un que tu as post déjà eu LinkedIn, hein, j'en ai vu passer des comme ça, exactement directement en public. exactement ou même un post LinkedIn, il va poster ça en mode je cherche un CRM, voici mes contraintes, voici mon budget, qu'est-ce que vous me conseillez? Et là, le prospect, c'est aujourd'hui la mouvance forte, c'est d'aller vers cette recherche d'informations auprès des pairs et c'est là où c'est par là qu'il va commencer, mais pas par le commercial. Et donc, la statistique, c'est de dire que en fait, il a fait tout ce cheminement à évaluer les pour et les contre qui l'amène à presque avoir déjà pris en fait sa décision quand il arrive en meeting pour te faire une demande de démo. Pour la boîte, on a l'impression que c'est le début de l'aventure, c'est le premier contact, mais en fait, le process d'acquisition a déjà commencé bien avant dans la tête du prospect. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais, les Gen et Dimension sont complémentaires. Ouais, exactement, ils sont Tu jettes, complémentaires. Ouais, vas-y, vas-y, je te laisse finir. tu jettes pas, tu jettes pas entièrement le lead gen. Non, je Tu jette vas pas. ajouter, tu vas Ouais, ajouter la pièce de Dimension. non, parce qu'en fait, il faut pas tomber dans des vérités trop dures de ça marche, ça marche pas. Tu vois? Il y a toujours de la nuance. Il y a toujours de la nuance à avoir. C'est toujours dépendant, du secteur, dépendant du persona, dépendant du produit, du service, dépendant de la qualité de l'exécution surtout. C'est possible que si vous fassiez un livre blanc super quali, que vos créas soient super, bien copyrightés ou du moins que les mots résonnent avec votre audience, que dans votre séquence d'email nurturing, c'est pareil, vous tapez avec les mots justes et cetera. C'est possible que vous ayez des résultats, qui soient plutôt décents. Donc une méthodo n'est pas à jeter comme ça, c'est toujours à tester, c'est toujours à challenger un petit peu avec son marché, à adapter avec son marché, son expertise et cetera, ses forces. Mais la mouvance générale, c'est clairement, d'aller plutôt vers la dimension, ça c'est clair et net. On a bien vu que en fait l'efficacité, de la lead gen a clairement, droppé. Elle s'est carrément essoufflée. Aujourd'hui, le nurturing par email est considéré beaucoup plus comme du spamming qu'autre chose. Il y a juste à regarder les taux d'ouverture, les taux de réponse, les statistiques de conversion et cetera. Donc clairement, il y a une mouvance qui va vers la fin, vers le déclin de cette méthodo.
mais on peut toujours avoir des résultats. Moi, ce que je pense par rapport à ça, quand je dis qu'elles sont complémentaires, c'est que je pense qu'il faut avoir cette couche de Dimension, donc qui va avoir pour objectif de se faire connaître, donc améliorer la notoriété, de faire passer des messages clés et de créer cette affinité et essayer d'être le favori pour ce prospect sur ce sujet d'expertise. Donc il y a cette couche d'Imagen qui est vraiment les premiers touch points avec le prospect. Et ensuite, il y a une couche qu'on appelle de capture. Et sur cette couche de capture, c'est là où on va pousser plutôt dans des actions de conversion, c'est-à-dire des actions à prendre un rendez-vous, des actions à potentiellement télécharger quelque chose. Moi, je suis plutôt un puriste, j'allais dire un pourriste, un puriste. Je suis plutôt un puriste dans le sens où je préfère qu'il n'y ait pas du tout de contenu fermé dans tout le parcours, mais c'est tout à fait possible d'avoir une couche d'Imagen avec du contenu ouvert qui est là pour optimiser la consommation du contenu et à faire passer ces messages clés, et avoir une couche capture avec quelques éléments de contenu fermé qui sont là pour plutôt dans une mouvance lead gen à obtenir un contact et derrière les mettre dans une séquence. Donc les deux peuvent être complémentaires, c'est à A/B tester. Mais si on veut mon avis par rapport à ce truc-là, je suis plus un puriste à faire que de la Un peu. dimension. Ouais. Bah, restons sur le cas pur. Et tu peux nous donner un ensemble pour toi qui serait idéal de bout en bout? C'est-à-dire à partir du moment où le client ne te connaît pas encore jusqu'au moment où il va acheter? Ouais, ça marche. Donc comme je disais, en fait, l'idéal, c'est déjà de voir son marketing en 2 scopes. Un scope de génération de la demande et un scope de capture de la demande. Pourquoi on fait ça? Parce que, il y a 2 modes auprès de nos prospects. Il y a le mode, je suis en recherche active d'une solution similaire à celle que mon entreprise vend, ou je ne suis pas en recherche active. Si on reprend l'exemple d'un CRM, pour reprendre un exemple bête et méchant, je ne me lève pas tous les jours, tous les matins en me disant: «Je vais acheter un CRM». Et donc la plupart du temps, je suis dans ce mode passif, donc en recherche passive par rapport à ce produit-là. Quand je suis dans le bucket de recherche passive, je vais plutôt du coup adopter un marketing demand gen, donc de génération de la demande. Et je vais faire ce marketing de génération de la demande plutôt sur les canaux de notoriété. Donc les canaux de notoriété, ça va être plutôt les réseaux sociaux, les plateformes de contenu comme YouTube et toutes les plateformes de podcasting comme Spotify, Deezer, etc. Ça va être les événements virtuels, les événements physiques, ça va être les groupes Slack, WhatsApp, Facebook, etc. Tous ces lieux, en fait, on y est naturellement au quotidien. Chacun, quel que soit son secteur, on est naturellement dans ces lieux-là. Et on n'y va pas parce qu'on cherche un produit ou un service, on y est naturellement pour découvrir, pour Mmh. échanger, pour réseauter. Voilà, on y est plutôt pour de l'interaction sociale et de la découverte de ce qui se passe dans son industrie, dans son métier, etc. Et là, on va plutôt pousser un contenu du coup de découverte que de conversion. Et c'est là où on va pousser justement des événements, on va essayer de pousser un contenu ouvert, hyper quali, qui donne de la valeur à son audience. Il y a ce phénomène, ce fameux phénomène de dark social. Donc ce phénomène de dark social, c'est ce fameux phénomène où en fait les personnes découvrent de nouveaux produits et services de façon passive dans ces lieux. Donc par exemple, je vais découvrir Pipedrive juste en étant dans un groupe parce que quelqu'un en a parlé durant l'échange. Donc il y a des phénomènes comme ça où on va découvrir à notre insu de nouveaux produits et de nouveaux services alors qu'on est en recherche passive, et c'est ce qui fait que ça s'appelle le dark social. Dark social, c'est le fait qu'on ne puisse pas traquer ça Mmh. en tant que marketeur, on puisse pas traquer cette source. Par exemple, si moi aujourd'hui, là, je vous parle de Pipedrive dans ce podcast, si demain vous allez devenir client de Pipedrive, Pipedrive sera incapable de savoir que ça vient du podcast de Sébastien et du fait que Fatih l'ait mentionné. C'est pour ça Je qu'on vais parle de dark. Comment? je vais me faire sponsoriser du coup par Pipedrive. Et on parle de social parce que ça vient d'interaction sociale entre pairs. Donc, j'en étais au fait que donc on a un scope de génération de la demande qui s'adresse aux personnes qui sont en recherche active. Nos objectifs sont plutôt de la notoriété, de faire passer des messages clés
important pour que les gens comprennent la valeur de notre produit et de créer de l'affinité, essayer d'être le chouchou de ses prospects sur le sujet d'expertise. Donc Donc ça, à il y ce a un niveau-là, scope. c'est du branding un peu. Exactement, ça peut s'assimiler à du branding marketing, exactement. Même si le branding, ça a été un peu réduit à des logos et des couleurs, effectivement, on est dans Tu on est raison dans de cette dire ça, ouais, ouais. ouais, on est dans cette dynamique-là. Le branding, ça va bien plus loin que votre logo et votre punchline. C'est vraiment, en fait, comment vous faites en sorte que les gens vous kiffent en tant que boîte ou en tant que freelance ou en tant que whatever. Mais c'est comment vous faites en sorte de donner de la valeur et que les gens vous kiffent. Et ça vous donne des crédits de branding. Vous obtenez votre branding equity, comme les Anglais disent. Donc il y a un scope comme ça et il y a un second scope, qui est plutôt un scope de capture de la demande, qui lui s'adresse aux personnes qui sont en recherche active de la solution, d'une solution similaire à celle que vous vendez. Et là, on va plutôt être sur des canaux d'intention versus, notoriété comme tout à l'heure. Donc là, on va être plutôt sur des canaux d'intention. Les canaux d'intention, c'est plutôt les moteurs de recherche par excellence, donc notre fameux ami Google. Et donc là, on va plus avoir comme objectif, non pas de créer de se faire connaître, faire passer des messages clés, etc. Là, on va plutôt avoir envie de convertir cette demande, donc ce trafic en demande de rendez-vous. Donc on a deux objectifs. C'est un, être devant les yeux de ces prospects au maximum quand ils arrivent sur Google. Donc essayer d'être présent sur les requêtes clés. Donc, si je reprends mon exemple de CRM, ça va être CRM prix, CRM classement, CRM, meilleur, blablabla. Bref, vous avez compris le truc. Donc là, il y a plutôt une dynamique de SIA, une dynamique à avoir une fiche Google My Business optimisée, une dynamique à avoir un site web, qui remonte bien, et cetera, et cetera. Être présent sur les plateformes, de comparaison d'avis comme G2Crowd, Capterra, Blog du modérateur, et cetera. Là, notre jeu, c'est de faire en sorte sur ce scope-là d'être présent là où les prospects tombent quand ils commencent à faire des recherches actives sur notre solution. Ça, c'est le premier objectif, être devant les yeux de son prospect. Et le deuxième objectif, comme j'ai dit, c'est d'essayer de convertir ce trafic en demande de démo, c'est-à-dire que le site web doit faire en sorte de convertir, il doit être optimisé. Donc, il y a un enjeu de CRO, donc Conversion Rate Optimization, de faire en sorte d'augmenter la conversion du site web. Donc ça, c'est le deuxième scope. Et ça s'apparente plus en fait à ce qu'on a l'habitude de voir, qui est de la lead gen et plus en réalité, ça s'appelle du performance marketing. Donc demand gen, ça s'assimile plus à du branding marketing et la capture de la demande, ça s'assimile plus à du performance marketing. Et j'espère que vous appréciez mon accent anglais. Et ouais, quand j'entends tout ça, je me dis, waouh, ça fait beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il y a une taille, est-ce que ça peut s'appliquer à une seule personne, quitte à ce qu'elle en fasse moins, ou il faut forcément une grosse équipe derrière? Ça peut s'appliquer à une personne, par exemple, le fait de ton propre business. Bien évidemment, tout n'est pas parfait et c'est des choses que tu fais step by step. Il faut juste prioriser tes actions. Bien évidemment, plus on est nombreux, plus ces scopes peuvent être gérés de façon plus exhaustive et plus rapide. Mais non, c'est pas réservé aux grosses boîtes, si c'est la question. C'est pas réservé aux gros budgets. Il faut juste prioriser ses actions et comprendre ses forces et ses faiblesses dans lequel notre entreprise évolue. Je dis ça, par exemple, n'allez pas commencer à faire du SEO qui est plutôt sur le scope capture de la demande, en se plaçant, du coup, quand je dis SEO, c'est sur des requêtes vraiment de conversion, hein, des requêtes beaufou, des requêtes intentionnistes. N'allez pas commencer à faire du SEO sur ça si vous voyez qu'en fait la difficulté des mots est incroyable et si en face vous avez des mastodontes qui ont mis déjà des budgets conséquents et vous n'avez pas les reins pour suivre. En fait, il faut être pragmatique aussi dans son marketing, de comprendre en fait qu'est-ce qui va prendre euh, et où est-ce qu'il y a encore des opportunités par rapport à mon budget, par rapport à mes forces, par rapport aux expertises que j'ai aussi en interne dans mon équipe marketing ou à moi seul, quoi. Donc, il y a des arbitrages à faire. Il ne faut pas tout faire
en parallèle, il faut prioriser ses actions et c'est comme ça qu'on avance quand on est une petite équipe ou avec un petit budget. Mmh. J'aimerais revenir sur la notoriété pour voir si enfin, pour mieux comprendre. Donc ça, c'est la partie en fait où les prospects, sont cold, voire pas prospects du tout, mais et du coup, on va les, préchauffer. Hem, c'est quoi les actions que tu peux faire, de justement sur les différents canaux? À part dire, c'est: «Regardez-moi, je suis beau, j'existe». Est-ce que tu vas montrer des statistiques? Est-ce que tu commences déjà à donner, des livres blancs, mais, sans prendre l'email? Qu'est-ce que tu fais, à ce moment-là? Non, en fait, sur cette couche-là, il faut voir vraiment son marketing comme, un média. Hem, disons, par exemple, ma cible sont les e-commerçants. Justement, il y a trop de contenus qui veulent, montrer justement: «Regardez comment je suis beau, regardez comment je suis fort», alors que c'est pas ce que les gens veulent voir. Les gens ce que les e-commerçants, par exemple, dans notre exemple, veulent voir, c'est comment, en fait, ton contenu peut les aider, en fait. Comment tu peux faire en sorte que ce e-commerçant devienne un e-commerçant, 2.0. En fait, c'est ça qu'il veut voir. Il veut voir en fait qu'il lui, il a des problématiques dans sa tête et il a envie de quand tu pop-up sur son fil, d'actualité LinkedIn, il a envie de voir en fait un contenu qui lui apporte de la valeur, que ce soit un contenu organique ou un contenu paid. C'est ça qui importe. C'est comment en fait, dans mon contenu, je peux les aider, hem, je peux les aider à comprendre des problématiques qu'ils n'auraient pas forcément eu en tête et je peux les aider à faire en sorte de leur donner des pistes, de solutions sur les problématiques, qu'ils rencontrent, qu'ils avaient en tête ou non à la base. Donc c'est vraiment ça, c'est comment je positionne mon marketing en tant que média et j'essaye, de leur apporter de la valeur. C'est vraiment vous êtes un peu le consultant, le consultant que l'e-commerçant rêvait d'avoir, jusque maintenant et parce que vous répondez tout pile à des problématiques qu'il avait dans sa tête, des doutes qu'il avait, des frictions qu'il avait ressenties et cetera. Donc ça suppose quoi? Ça suppose que le contenu, dans sa production doit être un contenu expert. Il est évident que pour, parler à des e-commerçants, il faut que le contenu soit écrit à la base par quelqu'un qui a un background e-commerce, ou, qui soit encore les mains dans le cambouis, avec en étant propriétaire de sites e-commerce. C'est une évidence. Ça peut pas être le marketeur qui a jamais touché à ça ou qui a juste touché ça, en étant chez un e-commerçant. Ça n'est pas suffisant. En fait, l'e-commerçant, lui, est déjà une personne très informée en lui-même. Forcément, il monte en compétence sur ces sujets. Et donc, si on veut lui apporter encore plus d'expertise, si on veut lui apprendre des choses, il faut forcément que le contenu soit plus expert que lui. Et c'est là où, en général, on perd 90% des contenus qui sont Mmh. produits parce qu'en général, c'est la boîte qui a missionné l'alternant, qui lui a dit: «Regarde, on doit faire, un article ou un livre blanc sur tel sujet». L'alternant, peut pas y faire grand-chose, il va juste chercher sur Google et prendre les 5 premiers articles et essayer de faire un schmilblick avec. Je caricature, mais c'est beaucoup ça. Et du coup, tu as le travers, opposé, j'ai envie de dire, où tu vas trop rentrer dans la technique et tu parles à tes pairs finalement et et tu parles pas à tes clients. Franchement, je m'inquiéterais pas trop, d'avoir un contenu trop expert. À la limite, c'est un problème de riche, j'ai envie de dire, parce qu'il faut juste reprendre le contenu derrière et essayer de le vulgariser. Donc j'ai envie de dire, ça peut être un problème, c'est moins franchement, c'est vraiment moins le cas. Hem Mais effectivement, on peut être dans le too much et à ce moment-là, il faut plutôt essayer de vulgariser le contenu expert qui a déjà été produit. Mais en général, c'est plutôt, l'inverse, hein, c'est que le contenu n'est pas assez expert et après au niveau du format, ça peut être tout autant, des publications, ça peut être tout autant des vidéos, ça peut être des émissions, ça peut être, quand je dis émission, donc c'est émission live ou webinaire, workshop, ça peut être ça peut être aussi un podcast. Le format, bien évidemment, il y a des AB tests à faire. Peut-être qu'un format résonnera plus, auprès de votre audience, mais là aussi, il faut composer avec, la concurrence, il faut composer avec, votre expertise sur la chose. Il faut composer avec,
avec votre budget, etc. Mais tous les formats, il n'y a pas un format qui est rédhibitoire ou un format plébiscité en plus. En vrai, tous les formats sont cool à partir du moment où le fond est quali. C'est ça qui compte. Et comment tu montes en puissance au niveau du contenu entre, justement, entre la notoriété jusqu'à la conversion? Est-ce que, enfin, comment ça se passe en fait? Ouais, donc du coup, en fait, tu vas te faire connaître et faire passer des messages clés, auprès de ton prospect, auprès de ton audience, donc en amont de l'intention d'achat. Là, on parle vraiment à ceux qui sont en recherche passive. Donc là, tu vas te faire connaître, tu vas faire passer des messages clés, tu vas les sensibiliser sur une problématique, tu vas les sensibiliser au fait que, tu es potentiellement un bon allié pour y répondre, et cetera. Et à un moment donné, il va passer en actif. À un moment donné, il va se dire: «Ah yes, en fait, ça, c'est une prio pour moi». Soit il y a eu un élément extérieur qui fait que c'est une priorité maintenant, soit en fait, il a de lui-même assez cogité sur la chose pour se dire: «OK, c'est le moment de régler ce truc-là». Et donc du coup, il va passer en mode actif et c'est là où il va, tout bonnement, passer sur Google. Google est la passerelle, par excellence. Il va passer sur Google, il va taper ton blaze. Donc ça, c'est l'objectif, phare de la couche d'Imagen, c'est que la recherche ne soit plus une recherche générique en mode, CRM logiciel ou plutôt je vais prendre un exemple on était sur le e-commerçant donc, système de paiement, e-commerçant. Il va plus taper ce truc-là hyper générique, il va plutôt taper le blast directement de la boîte, donc de ta boîte, parce qu'en fait, tu as fait du bon boulot à être présent, à l'avoir sensibilisé et à l'avoir, à lui donner ce sentiment que tu es de confiance et une boîte solide pour répondre à ce sujet-là. Donc là, il va taper ton nom. On appelle ça une recherche brandée. Donc c'est ça qu'on va essayer de traquer quand on commence à faire de la dimension. On veut voir les recherches brandées exploser. Et derrière, quand il a fait une recherche brandée, il y a beaucoup plus de chances que quand il arrive sur le site, il convertisse en prenant une démo. Et là, l'objectif, c'est quand il a fait sa recherche brandée, il tombe sur ton site web et là que ton site web ait une proposition de valeur claire, qu'il y ait de la social proof, que voilà, qu'il y ait tous les éléments nécessaires pour que ce soit fluide. Je pense notamment par exemple au fait qu'il y a encore beaucoup de sites web qui sont avec un formulaire de contact. Donc, c'est-à-dire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être recontacté, on ne sait pas par qui on va être recontacté. C'est une friction énorme dans un monde où aujourd'hui les gens sont habitués à un Amazon en un clic et en une journée tu reçois quelque chose. Les standards dans la tête des personnes changent, évoluent, deviennent de plus en plus hauts. Et donc, du coup, ça n'exclut pas le B2B. Si on est capable d'enlever le maximum de friction aussi sur notre site web, sur des business B2B, notre conversion sera bien plus grande in fine. Donc, on oublie le formulaire de contact, on essaie de plutôt optimiser avec un calendrier en ligne, Calendly ou les alternatives. Et même mieux, si on peut avoir un numéro ou un chat qui tout de suite en live nous met en contact avec un commercial averti, c'est encore mieux. Si on peut être dans l'instantané et avoir quelqu'un qui répond tout de suite à nos réponses, c'est encore mieux. Et en général, il y a encore beaucoup d'entreprises où ça n'est pas mis en place. Il y a toute la structure de la landing page qui peut être travaillée, mais il y a aussi cette partie de prise de contact qui est à optimiser pour que derrière l'expérience d'achat en fait soit la plus fluide possible pour le prospect. Donc il y a tout ce travail à faire. Pour revenir sur, comment ça s'appelle, la recherche brandée, là, j'ai vu passer un post il n'y a pas longtemps sur LinkedIn alors j'ai oublié son nom, sur Eskimos. Et justement, son post, le sujet du post, c'était de dire on est passé devant, dans les recherches Google, devant les recherches SEO. Ouais, Agence SEO, les gens tapent Eskimos, on fait plus de recherches que agence SEO. Donc ouais, on et c'est était vrai. content évidemment. Ouais, c'est une vraie victoire, c'est vrai. Il a raison. Quand on Et ça passe, était ça. quand le nom de sa boîte passe devant les requêtes génériques, c'est une vraie victoire. Il a raison. C'est que il y a une couche marketing, il y a une couche marketing qui fait son job. Donc bientôt Fatih. Pour la-
Écoute, pourquoi pas, il faut être optimiste. En même temps, tu connais d'autres personnes qui en parlent, en France, pour le moment? Heu, non, pas plus que ça, non. C'est vrai que, qui en parle de façon aussi vocale que moi, non, mais je sais que c'est une question de temps et je suis content de d'amener ce sujet-là, parce que moi ça a été une évidence, ça a mis des mots sur un ressenti profond que j'avais, quand j'ai commencé à mettre les pieds dans le marketing et j'ai eu cette espèce de aha moment et je me suis dit: «C'est impossible que je n'en parle pas aux autres». Je suis sûr qu'ils auront aussi, ce aha moment et c'est juste une question de temps. C'est normal en fait que, en fait, le marché est tellement conditionné par des best practices qui sont jet-laguées que, c'est normal qu'en fait, il faut un temps pour s'en défaire et un temps pour challenger l'existant. Le cerveau est fait de telle sorte, nous humains, on est fait de telle sorte où on doit économiser le moindre effort, tu vois? On doit économiser la moindre énergie. Donc challenger des basiques, comme le fait de: «Est-ce que j'ouvre mon contenu ou pas? Est-ce que j'ai les bons KPI ou pas? Est-ce que je suis les bons KPI ou pas? Est-ce que je divise mes actions marketing en 2 scopes ou pas?» et cetera. En gros, on pète tout, on revoit tout, on repart d'une feuille blanche, Faut tout réapprendre, hein. exactement, il faut tout réapprendre et c'est beaucoup plus simple, d'apprendre quand on part d'une feuille blanche que quand il y a un existant et en plus, il y a des questions d'ego parce qu'il y a des personnes qui pensent que, non, ce qu'ils font, c'était très bien jusque-là et donc ils veulent pas s'avouer qu'aujourd'hui, c'est jet-lagué ce qu'ils font. Alors que moi, j'ai aucun problème pour remettre en cause ce que je fais. Il y a 2 3 ans, je faisais encore de la prospection sortante, je faisais de la bande à gogo et cetera et j'ai eu aucun problème à me dire: «OK, je vois clairement que la performance de mes actions marketing, a chuté, malgré ma créativité, malgré une bonne exécution. Je suis pas satisfait de mes taux de conversion, des résultats que j'obtiens. Comment je peux faire mieux?» Tu vois? Je pense sur ça, je suis hyper pragmatique. Et parlons, du côté payant. Tout à l'heure, tu parlais qu'on pouvait faire des pubs, enfin du contenu gratuit ou payant et moi, j'ai mis longtemps à comprendre en fait, dans ma tête quand j'ai entendu parler de la demand gen au début, pour moi, c'était que le côté, gratuit. Je ne sais pas pourquoi j'associais le côté payant à justement, lead generation. Donc tu me Mmh. confirmes que, l'un n'empêche pas l'autre et que c'est un outil, au contraire qu'il faut utiliser? Ah clairement, ça n'a rien à voir avec, paid ou pas paid, paid ou organique, ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, en Dimension, on utilise beaucoup, la publicité, mais on l'utilise pas comme la lead gen. La lead gen l'utilise pour générer des leads, pour générer des prospects, pour, essayer de faire remplir, des formulaires à gogo avec des emails de contacts, des emails et des téléphones de personnes qui la plupart du temps sont des touristes, en rendez-vous commercial. Non, mais c'est une réalité, hein. C'est une réalité, je t'entends sourire. C'est la réalité. Hem, alors que, en Dimension, on va plutôt être à utiliser la publicité comme une garantie, de diffuser son contenu. C'est la dynamique n'a rien à voir. Donc dans l'un, on est là à vouloir générer des prospects. Dans l'autre, on utilise plutôt la publicité comme un levier pour pousser un contenu quali, qu'on a produit et faire passer ces messages clés, se faire connaître et créer cette affinité. C'est un moyen de garantir, la diffusion de son contenu. On sait qu'avec l'organique, on peut en avoir. On sait qu'avec l'organique, c'est toujours limité. Il y a très peu de personnes qui ont des reach incroyables et d'autant plus actuellement où on entend que LinkedIn est en train de réduire la portée de toute publication organique. On est en train de tendre de plus en plus vers le modèle de Facebook où c'est le paid qui va prendre l'ascendant. Donc, prendre le pli sur ça et comprendre que le paid, ça ne sert pas juste à vendre n'importe comment, mais plutôt que ça sert à diffuser le contenu quali que vous avez fait. Bah là, vous avez compris la puissance de la publicité, surtout sur LinkedIn où le ciblage est quand même incroyable. Justement, parle-nous-en puisque, enfin, tu l'as déjà fait toi, déjà testé les Ouais. pubs, sur LinkedIn? Ouais, ouais, bah, bien sûr, ouais, je l'ai déjà fait plusieurs fois et LinkedIn est un très bon outil. Alors c'est vrai, il faut avoir un minimum de budget parce que,
même avec 30 € par jour, bah, à la fin, dans le mois, ça fait un certain budget. Donc, il faut avoir un petit peu de budget alloué à ça. Hem, Qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est que, hem, moi, je vais pousser du contenu ouvert, parce que mon objectif, c'est d'optimiser la consommation du contenu, en fait, de faire en sorte que le contenu soit lu, soit vu, soit lu, soit consommé et donc mettre un formulaire, c'est une friction énorme. Aujourd'hui, devant un formulaire, on a un taux de rebond de 96 à 98 donc autant te dire qu'en gros, tu as perdu, la totalité de ton audience potentielle. Tout ça dans l'objectif d'obtenir des emails pour faire des séquences nurturing qui ne marchent plus. Donc moi, pas de formulaire, que du contenu ouvert. Je vais avoir une notion d'optimiser au CPM, donc cost Par 1000, ouais. par 1000, exactement, merci. Donc je vais plutôt optimiser les impressions plutôt que du CPL, donc plutôt que de la conversion de formulaire. Donc je vais faire en sorte d'être devant les yeux de mon audience, en fait, au maximum. Je vais faire en sorte de passer ces messages clés. Je vais faire en sorte que mes créas, aient le maximum d'informations. C'est-à-dire que on va faire en sorte que la créa, à elle toute seule, suffit pour avoir le message clé et que s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent consulter l'article qui va plus loin en détail ou consulter le livre blanc ouvert. On va pas appeler ça livre blanc, mais on va plutôt appeler ça un article long du coup, ou une étude de cas. Et donc du coup, on va quand même faire en sorte que la créa se suffit à elle-même. Pourquoi on veut ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment la publicité en elle-même, mais qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de cliquer pour aller plus loin. Et pour autant, quelques jours après vont convertir sur le site web. En fait, on a une notion de cost, de conversion post-click et on a une notion de conversion post-impression. Et en fait, ça, LinkedIn permet de le voir. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, on se rend compte que le cost, la conversion post-impression, donc quand la personne a juste vu la créa, mais n'a pas cliqué pour aller plus loin, on se rend compte que ça fait partie de 50%, 40 à 50% des conversions. Donc en gros, ne pas prendre en compte ce phénomène, c'est passer à côté de 40 à 50% de la performance de sa campagne publicitaire. Et en général, ce qui est fait dans les formats de gestion plus traditionnels de campagne publicitaire, c'est que les gens optimisent au clic, au CTR. Et c'est une erreur parce que le CTR ne prend pas en compte ce phénomène de conversion post-impression. Donc, on optimise au CPM, on optimise de sorte à ce qu'on ait le maximum de conversion. Et cette conversion, ça peut être la consommation d'un contenu. Donc, comment on fait ça? On va setup avec un Google Tag Manager. On va setup un tag dans Google Tag Manager qui permet en fait de mesurer en fait le temps que la personne a passé sur un contenu. Et on peut dire en gros que la personne a passé 45 secondes sur un contenu, donc on estime qu'elle a lu au moins la moitié, et donc on estime que c'est une conversion de consommation. Donc on peut faire ça sur les publicités qui poussent vers un contenu ouvert, ou on peut faire ça sur aussi tout bonnement la conversion sur le site web, une prise de rendez-vous. Donc là, plutôt sur une page produit ou sur une landing page, là, on va avoir une conversion plus classique où la personne a pris un rendez-vous. Et donc là, on va compter ça comme une conversion. Donc les publicités peuvent pousser soit vers du contenu, disons-nous, à une dimension éducative ou des pages produits. Mais on va toujours être avec du contenu ouvert, pas de formulaire, et on va essayer de quand même avoir dans nos campagnes plutôt 70-80% plutôt de contenu éducatif et 20% de contenu un petit peu plus produit beau fou. Voilà ce que je peux dire grosso modo sur ça. Ok. Et la taille des cycles, enfin, quel est le cycle le plus court? Est-ce que tu as des séquences particulières avec, par exemple, quand tu utilises les ads
Et le cycle long, il n'y a peut-être pas de limite, puisqu'il faut attendre que la personne ait le besoin. Qu'est-ce que tu appelles cycle court et cycle long? Oui, par exemple, si tu fais des vidéos, tu es sur YouTube, tu donnes du contenu, enfin, tu fais une pay ads avec, tu balances une vidéo. Ouais. Combien il faut que tu en mettes? Parce que la première vidéo, il faut qu'il te découvre, il ne te connaît pas. Donc, ça va être un contenu différent que le deuxième ou le troisième, parce que tu fais progresser dans l'awareness. Ok, dans la façon dont je le fais, et bien évidemment, il existe d'autres méthodos, pardon, et d'autres approches, c'est que on va pas suroptimiser la campagne publicitaire en se disant, j'ai vu des campagnes où, par exemple, ils se disent, «Là, j'ai fait un contenu plutôt, awareness et ensuite je vais les retargeter avec un contenu plutôt considération et puis un contenu blablabla» et essayer de les pousser comme ça, dans un espèce de funnel préconçu. Moi, j'y crois pas trop. C'est très difficile, en fait, de savoir si quelqu'un est dans un état de awareness, dans un état de considération, dans un état de, je ne sais quoi. On sait juste que quand ils sont sur LinkedIn, sur YouTube, etc., ils sont plutôt dans une phase de recherche passive. Ils sont là plutôt pour consommer de l'info, chiller, etc., que plutôt être à vouloir acheter quelque chose. Donc ça, on le sait pour sûr. Donc on est plutôt dans une dynamique où on va essayer de pousser tous les types de contenus à toutes les personnes. Et en fait, la mécanique de maturité dans la tête du prospect se fait d'elle-même. Il va aller chercher plus loin dans les contenus qui l'intéressent de lui-même. Mais nous, dans le setup de notre campagne, on va faire en sorte de pousser tous les contenus à tous les stades. Il n'y a pas de il n'y a pas de suroptimisation avec du retargeting. J'ai pas vu un gain incroyable en allant dans cette complexité. D'accord, donc on pourrait avoir un funnel sans changer les vidéos en fait. Enfin, nous, juste un funnel dans le sens où il avait une vidéo, c'est un prospect froid, lui on a vu 50, il est peut-être bientôt mûr, quoi. On peut lui présenter nos produits du coup à ce moment-là. Ouais, en fait, ouais, effectivement, la seule dichotomie qu'on va avoir effectivement, c'est potentiellement de se dire: «On on va retargeter uniquement, les prospects sur les contenus produits, ceux qui nous ont vus au moins, X fois sur des contenus, plus éducatifs, plus, tofu». Effectivement, on peut avoir cette, dichotomie de se dire, les pages produits, on va les diffuser que à des personnes qui ont vu d'abord les pages éducation dans un premier temps. On peut se dire ça. Ou on peut même se dire, on balance tout le temps. Tu vois, page produit, page contenu, on balance tout en fait de façon continue. C'est un process qui se fait de lui-même. En fait, là, le parcours d'un prospect de son état d'awareness jusqu'à considération, en fait, est un parcours chaotique. C'est pas aussi linéaire qu'on aimerait l'imaginer ou le schématiser. En fait, il y a des choses, il y a des facteurs extérieurs qui se passent, des contextes, des choses perso qui se passent dans la tête de ce prospect qui font que ça avance, ça recule de 2 pas, ça avance de 2, etc. dans le temps. Et en fait, ce processus chaotique fait que, en fait, on diffuse tout et la personne va en fait. Le principal, c'est de rester top of mind, que le que la personne retienne le nom de l'entreprise et sur quoi on est pertinent, qu'elle consomme nos contenus et en fait d'elle-même en fait elle avance sur les sujets. Il y a pas de sur ça, j'ai envie de dire, on reste très simple. Il n'y a pas de suroptimisation de fait sur ça. Quand tu as un livre blanc, entre la version classique lead gen où on te demande tes infos et demand gen où on te demande de rien pour télécharger, est-ce que déjà tu as autant de personnes qui le téléchargent? Oui, est-ce qu'il n'y a pas un effet inverse en fait qui pourrait arriver et toi tu dis ok, j'ai rien à rentrer, c'est un peu louche, ça doit être vraiment pourri ce qu'il y a derrière. Le mec, est-ce que tu as vu un phénomène comme ça ou faut avoir un meilleur copywriting pour convertir?
Non, les gens se posent pas cette question-là. En fait, c'est, quand il y a pas de formulaire, il y a pas de formulaire. Ils se disent pas: «Ah, il y a pas de formulaire», je sais pas, il y a pas ils se disent pas, peut-être certains se le disent, hein, mais c'est pas ce qu'on voit dans les résultats. Dans les résultats, on voit qu'il y a une accélération des recherches brandées, donc d'un intérêt sur le produit ou le service concerné et la boîte. Donc, on sent plus que, le fait qu'il y ait pas de formulaire et qu'ils peuvent consommer en deux-deux, bam bam, quels sont les deux trois tips donnés, sur le sujet dans l'article. En fait, c'est plus, ils se posent pas la question parce que c'est plus naturel pour eux. Aujourd'hui, les gens, pour eux, l'information est une commodité. Pour eux, c'est un dû, tu vois. Quand ils le voient, ils se disent: «Ah yes, bam bam». Ils se disent pas: «Waouh, c'est incroyable qu'il n'y a pas de formulaire dessus». Ils se disent, en fait, ils font juste leur job. En fait, ils font juste les choses bien. C'est juste normal. Euh, donc non, en fait, dans les résultats, on voit pas que, les gens se disent: «Ah, c'est pourri, alors je vais pas aller le consommer». Le fait que tu leur poses qu'en un clic, ils tombent sur le contenu en lui-même et qu'ils l'ont sous les yeux, ils vont le consommer, en fait. Ils vont le voir, c'est en 3 secondes, ils ont l'idée du truc. Et après, si le contenu est de qualité, ils vont bien évidemment se dire: «OK, c'était informatif, mais en fait, cette boîte, c'est qui? Ça peut m'intéresser». Ou alors ils vont voir le contenu, ils vont se dire: «En fait, bon, c'était pas si, quali que ça, je retourne à mes affaires». Donc c'est plutôt ça que plutôt de se dire: «Pourquoi il y a pas de formulaire? S'il y a pas de formulaire, c'est que peut-être l'article est pas quali, je le lis, bon, bah, il est quali quand même», tu vois? Il y a pas ils sont no-brainer, tu vois. Il y a l'article, ils le lisent, ils prennent les deux trois informations et à partir de là, ils jugent si, c'était pertinent ou pas. Ok. Je vois un petit défaut à ce système avec les livres blancs à télécharger. Euh, Enfin, le livre blanc par rapport à un article sur site, ça permet de le lire plus tard. Sinon, on pourrait le lire directement sur le site. Et du coup, quand tu fais du lead gen, tu as l'email pour relancer le gars pour voir s'il l'a lu, par exemple, même si tu sais, c'est pas pour forcément lui vendre. Et du coup, tu peux pas faire ça s'il a téléchargé. Est-ce que tu compenses avec du retargeting ou tant pis, tant pis si le gars ne On le lit pas? on fait même pas télécharger. On fait même pas télécharger. Il y a le contenu qui est disponible, sur le site web ou via un lien, une URL. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, on considère que le marketeur doit faire en sorte de pouvoir communiquer avec son audience sans pour autant avoir besoin, de son email. Donc c'est là où la force de la publicité est bien évidemment, pertinente. C'est là où la force de l'organique peut aider également. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'email, mais ça veut dire que, dans nos campagnes de paid, on va favoriser la consommation du contenu plutôt que d'obtenir l'email. Et après, sur le site web ou sur d'autres supports, on peut aussi pousser une newsletter et communiquer via email en parallèle. Mais on ne fait pas tout pour obtenir un email et essayer de les pousser dans une séquence automatisée. En fait, le gros problème avec l'email, c'est quand c'est justement une séquence automatisée. Quand c'est une newsletter où la personne écrit, ou une personne experte de son sujet écrit chaque semaine sur, une tendance, sur une thématique, sur une problématique, apporte de la valeur, qu'il y a pas d'auto-promo à chaque email, que voilà, on sent qu'il y a de la valeur. Là, l'email est super. Il y a aucun problème. Il y a plein de gens qui ont des newsletters comme ça qui sont hyper quali et que, quand l'email tombe, ça fait plaisir de le lire. Mais sur combien d'emails on peut se dire ça? Et en général, tous les autres emails, c'est parce que c'est des séquences automatisées et qui sont plus là dans un but à essayer de vendre qu'autre chose. Donc, le pour répondre à ta question que j'ai un peu oubliée, c'est qu'il y a pas de téléchargement et oui, pour recontacter, pour retoucher ce prospect, ça va être soit via la publicité, soit via l'organique et ça peut se faire aussi par mail en jouant le vrai jeu de la newsletter, mais la newsletter qui apporte de la valeur. Petite précision sur la newsletter, parce que tu parlais de séquences programmées. Moi, j'ai une newsletter, elle est programmée déjà. On peut quand même faire Exact. ça sur des newsletters. Exact, c'est vrai qu'il y a des personnes qui font ça.
Mais si cette newsletter est écrite dans une veine où ça apporte de l'information, c'est pas gênant. Mais en général, les gens ont un bon flair quand ils sentent de l'automatisation et c'est un peu beaucoup un no-go pour pas mal de personnes maintenant quand ils le sentent. Les gens sont plus sensibles à de l'artisanal, à de la valeur, à de l'humain. Ça fait un peu guimauve de dire ça, mais c'est factuel. Alors j'ai une petite astuce pour tromper les loups. Tu leur fais des trucs erratum. Non, mais Et tu- tu programmes 90% et tu gardes 10% pour faire parler des news, justement. Et voilà. ah, ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Tu peux essayer d'avoir un process où il y a des briques qui sont déjà un peu préfaites et tu auras une partie qui reste manuelle, mais tu vois, tu as quand même une partie manuelle, donc tu as quand même ce côté artisanal hem, dans ta newsletter. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'ai une petite newsletter avec, 400-500 marketeurs qui me lisent chaque semaine et tous mes emails sont à la mano. C'est en mode: «Qu'est-ce qui se passe dans ma tête cette semaine? Qu'est-ce qui se passe, d'intéressant à dire, sur la demand gen? Quels sont les événements qui peuvent les intéresser?» Donc c'est vraiment une réflexion sur le moment de qu'est-ce qui peut être intéressant de raconter à mon audience. Et est-ce qu'il y a des domaines en particulier où ça s'applique mieux qu'à d'autres? Et la question inverse, est-ce qu'il y a des domaines où la Dimension s'applique? Très bonne question. Non, il y a pas de domaine où ça s'applique pas. Il y a, on va dire, c'est cross-sectoriel parce que la base, les fondations sur lesquelles la Dimension se base, se pose, c'est ce phénomène de dire que le prospect aujourd'hui a pris le pli de faire sa recherche de façon autonome et il est hyper connecté et que le marketing doit empower ce parcours-là pour l'accélérer et doit s'aligner et doit l'empower pour l'accélérer. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc ça, c'est cross-sectoriel. C'est quel que soit le secteur, le prospect aujourd'hui va dans cette mouvance-là. Maintenant, la demand generation, ça peut être plus ou moins pertinent en fonction du panier moyen. Du moins, les tactiques utilisées dans cette mouvance demand generation peuvent être différentes selon la taille des transactions, en gros le prix du produit ou du service. Par exemple, je dis un exemple qui va être peut-être qui va éclairer ça, c'est par exemple la publicité sur LinkedIn. Ça a un certain coût quand même. On va être sur du CPM qui va être au minimum 20 euros, on va dire. Et comme j'ai dit, un CPM à 20 euros et quand on met un certain budget journalier ou mensuel, ça commence à chiffrer. Et pour retomber sur ses pattes, il ne faut pas que son produit soit avec un ticket trop petit. En général, on estime qu'en dessous de 10 000 euros, 15 000 euros sur son produit ou son service B2B, ça commence à être compliqué de faire de la publicité sur LinkedIn de façon rentable. Du coup, on va passer par potentiellement de la publicité sur d'autres canaux qui seront un petit peu moins gourmands, mais aussi un petit peu moins ciblés. Le targeting sur Facebook, Instagram ou d'autres régies sont beaucoup moins puissants que LinkedIn. Donc potentiellement, ce sera ça. Ou potentiellement, on va pouvoir double down ses efforts avec de l'organique. Pour avoir cette fameuse visibilité, cette portée. Donc, les tactiques au sein de la stratégie d'Imagen peuvent évoluer en fonction du panier moyen en fait du produit ou du service, bien évidemment. Mais sinon, c'est cross-sectoriel et c'est cross-taille. Si le panier moyen est justement très élevé, si on est autour de, je sais pas, 400K et au-delà, ou même à partir de 150K et au-delà, on peut avoir un mix d'Imagen slash un vrai move ABM, c'est-à-dire avec du contenu personnalisé par compte
parce qu'en général, quand on vend des choses à 200-300K, notre marché est proportionnellement plus petit et quand on se retrouve avec, à avoir des clients qui ne peuvent être qu'une dizaine dans le marché, là, on se retrouve à faire plutôt un marketing qui se veut d'ABM, où on va plutôt personnaliser par compte un contenu, une stratégie. On est vraiment sur du custom par compte qui peut se faire en parallèle du Move Dimension. Ok, j'ai une question. Si je Ouais. comprends bien, la Dimension, on peut l'utiliser dès le début d'une boîte, quand tu montes ta boîte. Tu peux très bien l'utiliser dès le début, puisque ton contenu que tu vas générer peut très bien convertir quelqu'un qui est prêt à acheter tout de suite. Alors, on peut l'utiliser dès le début. On peut utiliser la Dimension dès le début. En fait, la question quand on commence la Dimension, c'est plutôt. Donc, on peut commencer la Dimension quelle que soit la maturité de son entreprise. La question, c'est plutôt est-ce que je commence par le scope capture de la demande ou est-ce que je commence plutôt par le scope génération de la demande. Si vous avez des impératifs Pour manger. Ouais, exactement, exactement. Des opératifs pour manger, pour de revenus, et cetera. Ça peut être plus intéressant de prioriser les actions, de capture, où vous allez parler plutôt à ceux qui sont en recherche active, d'une solution comme la vôtre. Mais potentiellement, la compétition est là et vous n'avez pas le budget, mais potentiellement, il n'y a pas de recherche existante parce que vous êtes une innovation. Il y a pas de voilà, c'est pas encore ancré dans les mœurs de vos prospects, donc il y a pas de recherche. Donc potentiellement, vous allez vous retrouver avec une difficulté. Donc je dirais, le bon sens fait que quand vous devez, atteindre des objectifs ou manger comme tu dis, Seb, on va plutôt se pencher sur les actions de la capture, mais potentiellement vous allez vous retrouver avec des blocages parce que comme je l'ai dit, compétition et cetera. S'il y a pas de, d'impératif comme cela et que, vous êtes encore par exemple en recherche d'un PMF, vous êtes en pré-PMF donc product market fit, que vous avez pas d'impératif de revenus parce que pour l'instant vous savez pas forcément quel business, quelle va être la couleur de votre business et cetera. Là je dirais de plutôt prioriser sur la couche Dimension. Hem Et on me demande du coup, Fatih, quand je dois manger et que pour autant, sur ma couche capture, il y a pas de recherche sur Google, il y a trop de compétiteurs et cetera. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont un petit peu mes actions quick win pour avancer dans ça? Là, je préconise plutôt une approche média, smart, une approche de prospection sortante smart, c'est un peu comme ça que je l'appelle, dans le sens où, hem vous allez faire de la prospection sortante, c'est ce qui est le plus réactif comme action marketing. C'est bien pour ça que la plupart des boîtes, commencent par ça. À contacter directement vos potentiels prospects, mais au lieu de leur demander, 20 minutes de leur temps ou au lieu de leur demander, voilà de les avoir en rendez-vous pour que vous leur fassiez une démo, vous allez plutôt leur proposer de les inviter à votre podcast ou à votre émission live sur le sujet ABCD en leur disant, «Je fais un podcast, sur le sujet A, je souhaite avoir les 10 meilleurs experts sur le sujet ou les 10 meilleures entreprises dans ce secteur-là pour en discuter. J'estime que vous en faites partie de façon légitime. Est-ce qu'on peut en discuter? Et vous aurez des taux de réponse bien plus élevés en ayant cette approche. Et en fait, vous allez profiter de cette approche un peu média, un peu smart, pour avoir un échange avec ce prospect dans un contexte non commercial. Et pourquoi c'est important? Parce que, du coup, le rapport de force est rétabli. Vous n'êtes pas là à quémander 20 minutes et à avoir l'impression de lui avoir demandé une montagne. Il n'est pas sur la défensive parce qu'il n'a pas l'impression qu'on lui vend quelque chose et vous allez
avec vos questions, pouvoir pendant le podcast lui demander, lui poser des questions en fait pour mieux comprendre son besoin Le et qualifier, quoi. en mieux qualifier exactement et en le qualifiant un peu mieux, à la fin de la conversation, ça peut être, tu as mentionné ça, je suis plutôt pertinent sur ce sujet-là. Est-ce que tu veux qu'on se prévoie un autre rendez-vous pour que je t'explique un peu comment j'aide en général, mes clients sur ce sujet-là? Et il y aura tellement plus de chances que ça se passe de façon plus fluide de cette façon-là, que plutôt, faire la fameuse, approche traditionnelle de, vous avez tel pain point, vous êtes, une entreprise de telle industrie, vous avez tel pain point, on a déjà aidé A, B, C, D, on en discute. Est-ce que vous avez de 20 minutes? Ce truc-là est rincé de chez rincé. Donc essayez d'avoir une approche plus smart, plus fine, avec un podcast, avec une émission, avec un événement où vous valorisez votre prospect, essayez de lui donner de la valeur, en lui proposant un deal qui soit fair, que ces 20-30 minutes ne soient pas des 20-30 minutes juste pour vous, et ça se passera bien mieux. Donc ça oblige à être créatif, ou alors on va tous lancer des podcasts, mais C'est pas grave qu'on lance tous des podcasts. En fait, il faut qu'il y ait des podcasts comme les blogs. Il y a des blogs de niche, il y a des blogs de tout sujet. Et aujourd'hui et demain, il y aura des blogs de tout sujet, de niche, de choses plus généralistes. Pareil pour les émissions. C'est pas grave. Le principal, c'est que la personne se sente mise en lumière, que l'atmosphère ne soit pas commerciale. Et vous faites une pierre trois coups parce que vous créez de l'affinité, vous comprenez mieux votre prospect et vous êtes en train de travailler votre autorité sur le sujet. Donc, qu'attendez-vous pour le faire, j'ai envie de dire. j'ai une question par rapport au code d'email, justement, mais par rapport à la concurrence. Puisque on dit souvent il y a 4% des gens qui sont des prospects qui sont prêts à acheter à un moment donné. Et du coup, quand tu fais de la demand gen, c'est un peu plus long. Et tu pourrais très bien te faire couper l'herbe sous le pied, soit par du cold email, soit par du cold call, de tes concurrents. Est-ce que comment tu traites ça? Ouais. Sébastien, ce sera ma dernière question. Après, je dois vous laisser Ça marche, ça malheureusement. marche. Euh, je n'y crois pas du tout. Le fait que le cold email ou le cold call vous coupe du business sous le pied. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà, bien commencé votre interaction avec ce prospect sur la couche d'Imagen, vous êtes déjà son petit chouchou parce que vous communiquez avec lui de façon non intrusive. Vous êtes pas en train d'être salesy, vous êtes en train de lui donner de la valeur. Bref, vous faites les choses de la bonne façon quand le cold email est en pleine, friction, et j'ai envie de dire que s'il va avec ce client, pardon, ce concurrent-là, c'est que c'était pas potentiellement vraiment un bon fit. Potentiellement, le concurrent qui a réussi à convertir ce client-là, ce prospect-là, peut-être l'a fait au détriment d'une négo très, très agressive. Voilà, en général, en fait, quand on va dans une dynamique de cold emailing, etc., le rapport de force est complètement différent entre quand toi tu viens à lui, à ce prospect-là, ou quand le prospect vient à toi. Et donc, du coup, en général, ça se traduit par le fait que le prospect est beaucoup plus exigeant, pour ne pas dire chiant, et donc négociation plus agressive, plus exigeant sur tel truc. Il va demander des add-ons en plus, il va se permettre des choses forcément parce que, en gros, cold emailing dit moi je t'avais rien demandé à la base, tu viens à moi, ok ta solution elle est pas trop dégueu, ça peut nous aider, mais par contre on va la faire à ma sauce. En gros, c'est ça qui va se passer. Donc, est-ce que tu veux ça? Je pense pas. Je pense qu'on veut tous des clients, des prospects qui respectent et qui estiment la valeur qu'on apporte, que ce soit en tant que solopreneur jusqu'à la grosse multinationale. Je pense que c'est toujours mieux quand c'est le prospect qui vient vers nous. Nickel. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te joindre? Ouais, yes. On peut me retrouver sur LinkedIn, je pense que c'est le plus simple. Fatih Sella, Fathi Sehla. Je mettrai J'essaye le de lien aussi. Yes, ça marche, merci. J'essaie de publier, on va dire de façon quotidienne, et
puis ouais, en général, je réponds aux messages ou aux emails que je reçois dessus. Donc, je pense que LinkedIn sera la bonne porte d'entrée. Et après, pour en savoir un peu plus sur la Dimension, il y a le podcast Créer la demande que j'ai aussi, qu'on peut écouter sur Spotify, Deezer, etc. Et mes publications sur LinkedIn, encore une fois, où en général, j'en parle aussi souvent. Ok, je pense que tu as tout dit, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le sujet? Non, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Merci Sébastien encore une fois C'est un plaisir. pour ce podcast, pour cette Merci à invitation toi. et puis ouais, j'espère que ça vous a donné envie ou du moins ça vous a donné assez de matière pour commencer à regarder, ce qui se passe du côté de la Dimension et potentiellement de changer step by step des choses dans votre marketing. Le but, c'est pas de faire un grand saut, du jour au lendemain, mais plutôt de faire ça step by step, de façon transitoire. Donc voilà, j'espère, je vous souhaite un bon voyage vers la Dimension. Abonne-toi.